bienvenue dans cet atelier qui a pour objectif de discuter de la question de l'introduction du droit à l'avortement dans la Constitution. Je voulais juste introduire brièvement le sujet avant de passer la parole aux meilleurs intervenants possibles que j'aurais pu imaginer pour discuter de ce sujet avec moi aujourd'hui. Pour vous rappeler, en toute objectivité, absolument, et en toute modération. Pour vous rappeler pourquoi c'est important qu'on en discute entre nous, pourquoi c'est important qu'on en discute maintenant. Vous vous souvenez qu'il y a un peu moins d'un an, j'avais déposé une proposition de loi au Sénat pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution. Il y a eu tout un parcours parlementaire sur lequel on reviendra plus tard. Simplement d'abord pour rappeler pourquoi on veut introduire le droit à l'IVG dans la Constitution, pourquoi c'est important et pourquoi c'est pas simplement un combat symbolique comme souvent on nous dit, et pourquoi ça sert à quelque chose. D'abord parce que le droit à l'IVG est menacé. On ne peut pas rester dans cette illusion que parce qu'on est la France, le grand pays, les droits fondamentaux, machin, chez nous tout va bien et il n'y aurait pas de menace sur le droit à l'IVG. Il est menacé, pas qu'en France, il est menacé beaucoup à l'extérieur de nos frontières, mais il est aussi menacé en France par la recrudescence, la mobilisation croissante des mouvements anti-choix et par les batailles culturelles qui s'organisent autour du backlash féministe. Alors, pas qu'en France, et surtout aujourd'hui dans d'autres pays, en Pologne, en Hongrie, en Italie, avec des régressions qui ont existé. Mais enfin, rien n'est jamais acquis, et en France pas plus qu'ailleurs. Et s'il y a bien une chose qui est claire avec la question des droits fondamentaux, c'est que c'est bien au moment où on est en capacité... Merci beaucoup. Merci, Robin. S'il y a bien un moment où on peut et où on doit protéger les droits, c'est quand on est en capacité de le faire. Et on a aujourd'hui, en France, une majorité parlementaire en faveur. Alors on pourra discuter de la formulation, comment on l'écrit, à quel endroit de la Constitution on le met, etc. Mais il existe une majorité parlementaire en faveur de cette avancée. Il existe une majorité dans la population française. Les études démontrent qu'en gros, on a entre 85 et 90% selon les sondages. Bref, une écrasante majorité de la population française qui est en faveur de l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution. Et donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre que le droit soit menacé pour le protéger. Une fois qu'il est menacé, les amis, c'est trop tard. Une fois qu'il est menacé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une majorité au Parlement, potentiellement, pour venir régresser. Alors là, je peux vous dire, la question de le mettre dans la Constitution, ce sera bien trop tard. Parce que, et c'est simplement là-dessus que je voulais revenir avant de passer la parole aux intervenantes, je le disais au début, c'est aussi une question symbolique, mais c'est pas qu'une question symbolique. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi? Quel est l'objectif que l'on poursuit? Eh bien, d'empêcher les régressions. La Constitution, c'est pas un truc magique. C'est pas le parapluie magique qui empêche tout, mais c'est plus protecteur qu'une loi, tout simplement, parce que c'est plus compliqué de modifier la Constitution que de modifier une loi. Aujourd'hui, l'IVG en France est protégé simplement par la loi. Ce qu'une loi a fait, une loi peut le défaire. La Constitution, c'est plus difficile de la modifier. Voilà. Si c'est protégé dans la Constitution, eh ben c'est plus compliqué de l'attaquer. C'est tout. Et moi, il y a un truc très simple que je voudrais. Si demain matin, il y a une proposition de loi qui arrive quelque part à être votée en France pour régresser, que ça soit sur les délais, que ça soit sur les conditions d'accès, que ce soit sur le remboursement. Parce que l'IVG, il n'y a jamais eu de situation dans le monde, vous savez, où l'IVG est totalement autorisée, puis le lendemain matin, l'IVG est totalement interdite. C'est des dégradations de l'accès, c'est le déremboursement, c'est des bâtons dans les roues, etc. Et puis un jour, c'est plus possible. Un jour, on est en Pologne, et puis en fait, on ne peut plus avoir. Et moi, je veux que, en fait, si une loi comme ça est adoptée en France, il puisse y avoir le Conseil constitutionnel qui nous dise ben, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que ça sert à quelque chose. Mais c'est aussi parce que ça fait plaisir et que c'est joli. Parce que je crois profondément qu'en dehors de la question de la France et de l'intérêt juridique à protéger ce droit dans la Constitution, l'adoption d'une telle mesure en France aurait une portée européenne, mondiale, extrêmement importante. Ça marquerait une victoire des féministes dans un moment où on en a tellement besoin.
C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et aussi de où est-ce qu'on en est dans le processus, et des prochaines étapes. Pour en parler, on a Sarah Durocher, que je vous demande d'applaudir, qui est formidable, qui est la présidente, non pas la directrice, c'est très important pour elle, d'accord? Donc vous n'avez pas vu la directrice du planning. Est-ce qu'il y a une directrice du planning familial? Pas en ce moment. Voilà. Donc c'est la présidente du planning familial, et sans qui, et je peux en témoigner, on n'aurait pas pu remporter ces victoires au Parlement. On ne remporte jamais des victoires tout seul, comme parlementaire. Et en tout cas, on ne remporte pas des victoires féministes sans Sarah Durocher. Et Sarah Schlitt, moi j'invite que des personnes qui s'appellent Sarah, c'est le truc d'aujourd'hui, voilà. Qui est donc ancienne ministre à l'égalité des genres et des chances et à la diversité en Belgique, et actuellement députée fédérale, écologiste. Et je voulais commencer par te dire, je crois qu'on est beaucoup dans la salle à avoir suivi la manière, tu reviendras dessus si tu as envie ou pas, dont tes responsabilités ont pris fin en Belgique, et la campagne orchestrée qui ressemble à des campagnes orchestrées contre les féministes un peu partout en Europe. Et je voulais te dire au nom de tous les écologistes français à quel point on a été fiers de t'avoir comme ministre en Belgique, et à quel point on est fiers du travail que tu as fait, et à quel point on s'en inspire, on va continuer à s'en inspirer dans les mois qui viennent, sur le consentement, sur la... Merci. Alors, je vous propose de commencer par le premier sujet, je pense, sur le droit à l'IVG qu'il faut quand même mettre au clair, c'est est-ce qu'il est vraiment menacé? Parce que c'est ce qu'on nous répète souvent, en fait, votre truc ça sert à rien, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et donc je vais te demander, Sarah, le planning travaille énormément sur l'avortement évidemment, a été extrêmement mobilisé sur l'introduction de la Constitution, mais travaille aussi beaucoup sur l'accès. Et si tu pouvais nous dire quelques mots de on en est où aujourd'hui en France, de l'effectivité du droit à l'IVG et des menaces qui pèsent éventuellement sur lui. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'invitation, et aussi le fait qu'au sein même d'un parti politique, il y a un atelier sur l'IVG, c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, parce que souvent on pense que c'est un sujet qui est acquis, c'est un sujet finalement qui ne doit plus faire trop débat, et c'est surtout un sujet féministe, et donc c'est vrai qu'en tant que militante féministe, de voir que des partis politiques mettent plusieurs tables rondes, il y en avait une juste avant où Planning intervenait aussi sur la question des personnes LGBTQIA+, c'est des signes pour nous qui sont importants et qu'on entend, donc merci déjà de l'invitation. Et puis Mélanie a commencé en nous faisant pleurer toutes les deux, donc comme ça, c'est très agréable. Mais merci pour tes mots, en tout cas, Mélanie. Donc moi, je vais juste présenter en quelques mots, parce que c'est important, et bien sûr, je parlerai du pourquoi je suis venue au départ. C'est juste vous dire que le planning familial, c'est une vieille association, elle va bientôt avoir 70 ans. Je ne les fais pas, mais en tout cas, voilà, ça commence un peu, voilà, j'ai un gros héritage derrière moi. Et le planning, c'est vrai, c'est toujours battu sur les questions de contraception, un peu plus tard sur l'avortement. Et en fait, à chaque fois, les victoires sur l'avortement, c'est relié à des mobilisations importantes. Et elles sont aussi plurielles, c'est-à-dire c'est la société civile, c'est la population, mais c'est aussi les élus. Et donc à chaque fois, en tout cas, et j'ai envie de dire toutes les luttes féministes en général, ça se passe un petit peu comme ça. Donc dès qu'il y a une écoute d'élus sur nos sujets, c'est vrai que c'est plus qu'important, parce que le planning se positionne vraiment comme un lanceur et une lanceuse d'alerte, et des lanceuses d'alerte sur les questions des droits sexuels et reproductifs de manière plus large. Et donc juste pour vous dire quand même, on est un réseau de 80 associations sur l'Hexagone et également sur les départements d'outre-mer. Et donc on a la chance d'avoir un maillage assez important. On est un mouvement féministe d'éducation populaire, et notre objectif, en tout cas moi l'objectif et pourquoi je suis là, c'est de tout ce qu'on voit sur le terrain, de tout ce que les militantes du planning observent sur le terrain, c'est de faire ramener la parole des personnes quand elles n'ont pas la possibilité de pouvoir interpeller les politiques, interpeller, être dans les médias, et en fait quelque part repartager cette parole et la réalité des personnes. Et sur les questions d'avortement, en fait, c'est très compliqué en France, aujourd'hui, en 2023,
de pouvoir avorter. Alors on pourrait se dire, bah, finalement, il y a la loi. C'est vrai que la loi ne fait que progresser. Et encore une fois, ça a été beaucoup d'énergie, ça a été beaucoup de batailles. On l'a vu qu'à chaque fois qu'il y a le sujet de l'IVG qui passe au Sénat ou à l'Assemblée, on entend encore des choses qui sont assez terribles. Et on sait aussi que finalement, la loi, on a eu pas mal de victoires, pas mal d'avancées en 50 ans. Il a fallu se battre pour le remboursement, il a fallu se battre pour que les mineurs puissent avorter, il a fallu se battre pour augmenter les délais. Et il y a encore des batailles qui sont encore à mener, dont celui de la constitutionnalisation, parce que, en fait, on n'a pas attendu le fait que, en fait, c'était une onde de choc, ce qui s'est passé aux États-Unis, et c'est très bien, puisqu'il y a eu 7 propositions de loi qui ont été proposées. Mais en fait, nous, ça fait 50 ans qu'on demande la constitutionnalisation du droit à l'avortement, et ça, c'est motivé aussi par le fait qu'on sait très bien qu'il y a des menaces réelles sur le droit à l'avortement. Je pourrais en parler très longtemps, mais je vais juste vous partager, comme je vous le disais, de ce que nous, on observe sur le terrain. Dans certains territoires, pour des femmes et des personnes qui souhaitent avorter, c'est le parcours de la combattante. Et ça, c'est relié, en fait, aussi aux politiques de santé, par exemple, puisque aujourd'hui, les IVG sont en train de fermer. Ça veut dire que les offres de soins sont en train de fermer. On a de moins en moins de médecins qui peuvent pratiquer les IVG. Et il y a la clause de conscience, bien évidemment, qui est encore très importante. Il y a des personnes, il faut parfois qu'elles changent de département pour pouvoir avorter. Ça veut dire qu'elles font 80 km aller, 80 km retour. Et étant donné que les femmes, en effet, il faut bien être sûr qu'elles puissent avorter, il y a toujours 3 entretiens pour pouvoir pratiquer un avortement. Et donc vous imaginez si vous devez faire 3 fois 80 km pour avorter. Et je vous dis ça, mais on voit par exemple que sur des départements, il n'y a plus du tout d'accès sur des périodes d'été, parce qu'en fait, la période d'été, c'est vraiment le moment, parce que les médecins ont le droit de prendre des vacances. Et en fait, souvent, ça repose sur 1 ou 2 professionnels de santé, médecins ou sages-femmes, et quand ces personnes sont plus là, mais il n'y a plus d'avortement. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça, sur l'accès, sur le parcours, et qui est relié à des politiques de santé, ou en tout cas les services de santé qui sont liés à la santé des femmes, sont souvent les services qui font moins gagner d'argent aux hôpitaux. Donc on demande une revalorisation de l'acte puisque c'est un forfait. Et en fait, ça n'intéresse pas tellement les hôpitaux de faire des avortements. Moi, j'ai envie de dire aussi que nous, on voit au planning des femmes qui sont prêtes. Enfin, une femme qui va avorter, elle avortera. Quoi qu'il en soit, elle avortera. On le voit, il y a toutes les 9 minutes dans le monde une femme qui meurt d'un avortement clandestin. Ça veut dire qu'elle est prête, par exemple, à aller sur Internet, à se mettre de la javel dans le vagin, à se faire tomber dans l'escalier. Enfin, ça, c'est des choses que nous, on entend encore de comment est-ce que je peux avorter parce que je ne trouve pas de solution de là où j'habite. Et pour nous, on pourrait se dire, mais c'est quelques situations. Bah, nous, c'est pas trop ce qu'on observe, finalement. Et on voit plutôt que c'est en dégradation, en fait. Ça veut dire que ça ne s'améliore pas. Et donc, on est vraiment très inquiète, aujourd'hui, sur le fait que les femmes et les personnes puissent accéder à un avortement. Ça veut dire qu'on devrait, en France, accéder à un avortement dans les 48 heures. Dans les 3 jours, ne pas attendre et donner une solution rapide à des personnes. Le plus souvent, les femmes se rendent compte très vite de leur grossesse. Elles ne sont pas idiotes, on n'est pas idiotes en fait. On s'en rend compte assez rapidement. Le plus souvent, en fait, elles peuvent être en délai dépassé français, par exemple, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu de rendez-vous à ce moment-là. Donc voilà, donc il y a vraiment des vraies difficultés par rapport à ça. Nous, on est très inquiètes aussi sur le projet de loi migration, puisque vous savez qu'il va y avoir une réforme et il y a des choses sur l'AMU, je crois, c'est AMU, et en fait, qui ne mettrait pas dedans dans le forfait l'avortement, en fait. L'AME, oui, mais c'est AMU, ça change, je ne sais plus. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ça. Et en fait, l'avortement ne ferait plus partie des actes qui seraient pris en compte, en charge. Donc encore une fois, c'est encore une fois des attaques. Et puis j'arrête un peu après, mais le deuxième gros, c'est qu'on a des ennemis sur l'avortement. On a toujours eu des ennemis. Ça veut dire que le planning s'est toujours fait attaquer. On s'est fait attaquer, par exemple, au mois de mars, on a eu 3 antennes. Alors, planning, on a attaqué sur à peu près plein de choses. mais on est attaqué, enfin, sur les questions d'avortement, il y a eu 3 antennes du planning qui ont été attaquées par l'extrême droite. Moi-même, je suis menacée à attaquer de manière régulière sur les positions dès que je parle d'avortement. Et en fait, c'est hyper grave parce que nous, militants du planning, on se fasse attaquer parce qu'on prend la parole. Mais en fait, là, on a sorti un chat, on a sorti un numéro vert, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est plus de s'attacher devant les centres de planification, c'est qu'ils vont créer, comme ils ont beaucoup d'argent, et ben, ils vont créer des sites internet, ils vont créer des lignes de téléphone, ils vont créer tout ça. Et en fait, juste pour info, on a sorti le chat, il n'y en avait pas encore sur leur site. En 2 mois, ils ont créé un chat. Nous, on n'arrive toujours pas à se faire financer un chat pour donner une réelle information aux personnes. Donc en fait, ils ont beaucoup d'argent.
ils sont assez forts. On l'a vu dernièrement sur les Vélib, par exemple, qui a eu à Lyon et qui a eu à Paris, avec des collages, je ne sais pas si vous avez vu. Imagine, ça coûte 100 000 € une action comme ça. Ça coûte 100 000 €, ils ont fait ça en une nuit, ils ont mobilisé, ils ont payé des gens. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. Donc on est vraiment dans quelque chose où il y a des ennemis. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont assez puissants par contre. Et vraiment, il y a quelque chose autour de ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui va se passer en Italie dans quelques mois. Enfin, j'espère pas, mais en tout cas, on sera solidaires, c'est certain. Pourquoi la France, il ne se passerait pas ça finalement? Nous, on n'en est pas certaine parce qu'aujourd'hui, dans la réalité des personnes, il y a des vraies difficultés. Et parce qu'encore une fois, on a des ennemis qui sont très puissants et qui pourraient vraiment attaquer ça. L'autre chose aussi, et c'est mon petit bingo en permanence, c'est que nous, au planning, on reçoit des femmes qui ont 30 ans et qui ne connaissent pas leurs droits. Ça veut dire, le sujet de l'avortement, c'est un sujet très tabou, les femmes parlent très très peu de leur avortement. Elles ont souvent elles sont très culpabilisées, elles sont très jugées, et de toute façon, à partir du moment où vous exposez et vous parlez d'avortement, vous pouvez vous prendre une vague, et on le voit, les parlementaires qui se positionnent sont attaqués de manière régulière par rapport à ça. Il y a eu tous les parlementaires qui ont reçu des mini-fécus à un moment donné, lorsqu'il y a eu les débats sur la constitutionnalisation. Donc en fait, il y a un des enjeux aussi qui est très important. Comme je le disais, les personnes ne connaissent pas leurs droits. Il faut que ça passe par l'éducation à la sexualité, où dedans, il y a bien sûr toutes les questions sur le consentement, sur les vies affectives, mais c'est aussi connaître ses droits. De savoir en France jusqu'à combien de temps on a le droit d'avorter, c'est quoi les conditions. Ben, ça, c'est des choses qui sont essentielles et qui s'apprennent. Et donc pour nous, il y a vraiment ces axes-là qui sont les mêmes axes des anti-choix. Hein. Ça veut dire qu'ils attaquent sur la contraception, l'avortement, le droit des personnes LGBT et les questions d'éducation à la sexualité. Merci beaucoup. Merci Sarah et merci de partager l'expérience des attaques, notamment régulières, du planning, etc. Et juste dire que quand on regarde aux États-Unis, là où on en est aujourd'hui, ça a commencé par des choses comme ça. Et comme je vous le disais au début, voilà, faut pas s'imaginer que c'est du jour au lendemain une loi qui a parlé d'avortement. Ça commence par rendre son accès effectif compliqué, puis impossible. Sarah, je voulais te demander, donc tu es belge. Oui. Ça c'est, je sais, voilà, ça c'était pas une question. Non, mais si tu pouvais nous parler un peu, bon, déjà de la situation en Belgique, parce que je crois que pas tout le monde dans la salle a forcément en tête, voilà, comment ça peut être dans un pays qui est tout proche, mais qui pour autant a un état du droit assez différent du nôtre. Et aussi, si tu pouvais nous parler de ton expérience comme ministre, dans un conseil peuplé de nombreux gouvernements qui ont un agenda ouvertement réactionnaire vis-à-vis du droit des femmes, de ce que c'est au fond l'état de ce droit au niveau européen et l'état des alliances anti-choix et plus largement anti-féministes au niveau européen et comment tu l'as vécu. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente qu'on puisse mettre ce sujet à l'agenda et je pense que on verra la conclusion de cet atelier, mais mettre à l'agenda de la campagne européenne la question de l'IVG et des droits sexuels et reproductifs, je pense que ça peut être une stratégie intéressante pour l'ensemble des partis verts en Europe et donc le Parti vert européen. Et donc voilà, j'espère que ça va nous donner des belles idées pour la suite, mais voilà, je fais un peu la conclusion avant le débat. Bref. Alors, en Belgique, comment ça se passe? Alors, en Belgique, on est très fiers de nos bières, nos frites, nos droits LGBT, mais par contre, sur la question de l'IVG, c'est un peu moins ça. En fait, c'est pas super connu. Hein. D'ailleurs, Mélanie me disait, j'étais surprise en allant un peu voir où on était, l'état du droit à l'IVG en Belgique. Déjà, l'histoire de ce droit, elle n'est pas très glorieuse, dans le sens où, déjà, il a été créé seulement en 1990, aussi appelé 1990. Donc c'est tardif, en fait, hein, par rapport à la Pologne, où l'accès à l'IVG a été créé en 1953. Ce qu'on ignore souvent. Et donc ça montre aussi que les reculs de certains droits aujourd'hui ne reflètent pas une évolution linéaire, naturelle, progressiste, qui va toujours dans le bon sens des droits conquis. Donc c'est toujours bien important de se remettre dans une perspective historique par rapport à ça. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en 1990? Eh bien, donc la Belgique est une monarchie, et le roi Baudouin, à l'époque, alors qu'on avait enfin un accord, enfin une loi pour légaliser l'avortement, a fait usage
d'une clause de conscience pour ne pas sanctionner la loi. Donc en Belgique, il y a toujours un pouvoir du roi de sanction des lois, mais qui est symbolique. Il est obligé de faire ce que le gouvernement fait, mais s'il ne le fait pas, la loi ne s'applique pas. Et donc on a dû chercher une solution qui a été construite par des constitutionnalistes pour en fait faire en sorte que le roi fasse un pas de côté pendant 24 heures. Il a abdiqué, c'est ça? Il a abdiqué pendant 24 heures, exactement, pour pouvoir permettre à la loi de prendre ses effets. Donc on ne vient pas d'une histoire qui est facile par rapport à ce droit, et en fait depuis lors il a très peu évolué. Il y a eu une seule modification de la loi, c'était sous la précédente législature, avec une majorité qui était composée des nationalistes flamands et des libéraux francophones et néerlandophones. Et alors ils ont prétendu faire une avancée, et en fait ils ont... donc il y a eu seulement le retrait en fait, de l'IVG du code pénal, mais tout en rajoutant dans la loi des sanctions pénales autonomes. Donc en fait l'IVG est toujours soumis à certaines sanctions pénales à certaines conditions. Alors ils ont supprimé quand même une obligation d'information par rapport à certains éléments, mais ils en ont maintenu toute une série d'autres. Donc aujourd'hui, en Belgique, on ne peut avorter que jusqu'à 12 semaines. On a encore un délai de réflexion de 6 jours. Obligatoire. Donc il faut aller faire une première visite et puis une seconde, et puis revenir dans 6 jours après ou plus tard si on le souhaite. Ce qui pose pas mal de problèmes en termes d'accessibilité, comme tu le disais, parce qu'en Belgique, on a aussi une communauté germanophone dans laquelle il n'y a quasiment pas d'accès à l'IVG. Donc ça veut dire que ces femmes, quand elles ne parlent pas français, elles doivent faire des démarches pour venir à Liège pour obtenir les informations. Et après, elles doivent refaire le trajet pour venir avoir accès à l'IVG. Enfin voilà, c'est catastrophique. Alors on a encore une obligation d'informer sur les moyens de contraception existants, parce qu'elles n'avaient sûrement pas très bien compris comment ça marchait. Et d'autre part, sur les possibilités d'adoption de l'enfant, si elle changeait d'avis. Voilà. Alors par ailleurs, on a quand même en Belgique la chance de pouvoir avorter jusqu'aux 12 semaines en centre de planning. Donc ça c'est plutôt dans les points positifs. Et on a aussi récemment, et ça c'est du point de vue de ce qu'on peut faire dans les exécutifs, on a un ministre de la Santé dans le gouvernement régional bruxellois qui lui s'est beaucoup battu pour garantir le droit effectif à l'IVG. Donc il a notamment fait en sorte que chaque hôpital s'arrange pour que l'IVG soit accessible. Donc même si certains médecins peuvent individuellement faire usage d'une clause de conscience, maintenant ils sont obligés de faire en sorte que chaque femme qui le demande l'obtienne à Bruxelles. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire concrètement, mais c'est tout récent, quoi, ça a 6 mois. Alors là, au niveau, donc nous les Verts, on est donc dans le gouvernement fédéral aujourd'hui, et en fait l'IVG a fait partie, a beaucoup fait parler de lui pendant les négociations. Étant donné qu'on donc on a négocié avec les catholiques flamands qui sont encore assez puissants en Belgique pour éviter de devoir monter en majorité avec les nationalistes flamands qui eux sont vraiment fort radicaux sur toute une série de sujets, en ce compris l'accès à l'IVG. Donc, il a fallu trouver une solution pour réussir à construire un accord de majorité tout en ne gelant pas le dossier IVG. Et donc ce qui a été décidé, c'est que le dossier est resté au Parlement, et donc que le travail se menait au sein du Parlement et que le gouvernement n'avait rien à décider sur le sujet. Alors ce qui est intéressant, c'est que les catholiques s'étaient vraiment battus pour qu'il y ait... Tu dis pour des Français, c'est hallucinant. Ok, par rapport au fait de négocier. Oui, mais parce qu'on est... On peut dire que tu pourrais te mettre d'accord sur le fait que le gouvernement n'a rien à faire sur un truc, et que c'est le Parlement qui fait tout. Et on l'a fait, et ça continue de fonctionner. Donc, pour le moment, on arrive à se tenir vraiment à ce fonctionnement. En sachant qu'on est un gouvernement, on a un gouvernement de coalition, et que c'est évidemment les parlementaires qui sont les parlementaires de la majorité qui se saisissent du dossier, et c'est pas avec les parlementaires de l'opposition. L'idée n'est pas de trouver un grand consensus avec l'extrême droite flamande et les nationalistes flamands, parce que ça c'est impossible. Et donc ils ont aussi insisté pour que dans l'accord de majorité il soit inscrit qu'on allait commander un nouveau rapport. Et donc nous on s'est dit, un rapport pour dire quoi? Nous on sait ce qu'on veut, on sait ce que vous ne voulez pas, mais bon, on a accepté ça. Et donc un rapport a été commandé avec un consensus sur les questions qu'on allait poser à ces experts, avec un consensus sur les experts qui allaient être dans ce comité. Donc on avait peu d'espoir sur les conclusions de ce rapport. Et puis en fait le rapport est tombé, et là, coup de tonnerre, le rapport est excellent. Et donc il préconise un délai de minimum 18 semaines. Donc là, minimum 18 semaines, ce qui nous a permis à nous, au niveau du Parti Vert, là on est en train d'écrire notre programme parce que c'est bientôt les élections, donc en juin prochain on vote
pour le fédéral, les régions et l'Europe comme vous. Et donc on a, en s'appuyant sur ce rapport, déjà obtenu que dans le programme des écologistes belges, on soit à 22 semaines. Donc déjà ce rapport produit des effets. Et puis alors il préconise toute une série de choses comme la suppression d'obligations d'information, la suppression du délai de réflexion, la constitutionnalisation, et voilà, encore d'autres choses en termes de garantie d'accès pratico-pratique. Nous, au niveau des opposants au droit à l'IVG, donc on a en effet donc ce parti centre-droit catholique flamand qui reste très attaché à limiter l'accès au droit à l'IVG, mais ils ne sont pas opposés à l'IVG, enfin, disent-ils. On a donc les nationalistes flamands qui sont un parti qui est de plus en plus gros et qui se disputent la première place dans les sondages avec le parti d'extrême droite flamand qui, eux, se radicalisent hyper fort anti-IVG. Donc là, c'est pour moi la vraie menace. Mais on n'a pas des groupes d'opposants qui lancent des actions comme chez vous, des actions coup de poing. On n'a pas des mouvements militants, en tout cas à ce stade, sur le sujet. Quand il y a eu les débats sur l'IVG au Parlement en 2019, allez, on a reçu une centaine de mails qui était voilà, une chaîne de mails assez mal écrits, assez mal fichus. Donc voilà, on n'est pas dans quelque chose de... C'est pas très pro, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Voilà, mais après, on sait que ça se construit. Et on sait qu'il y a des moyens, on sait qu'il y a ces mouvements anti-genre, anti-choix qui s'entremêlent, qui sont financés par des réseaux internationaux. Et donc moi, quand j'étais dans le gouvernement, j'ai commandé une étude sur les mouvements anti-genre. Quels sont leurs financements, quels sont leurs réseaux au niveau international. Donc c'est sur les mouvements en Belgique, mais en sachant que Bruxelles est la capitale de l'Europe, c'est important de savoir ce qui s'y passe. Et dans l'idée aussi d'étudier le lien avec avortement et autres droits, parce qu'on sait que ces opposants-là, en fait, s'attaquent en série à ces droits-là. Voilà, et on a aussi, dans la foulée de la France, donc c'est ça aussi, je pense que c'est intéressant de montrer l'effet d'entraînement qu'on peut avoir les uns sur les autres, c'est que dans la foulée du dépôt de ta proposition de loi, en Belgique, les parlementaires écolos ont déposé une proposition de loi pour inscrire aussi l'avortement dans la Constitution. Bravo. Voilà. Merci beaucoup pour cette première partie sur en gros on en est où. Maintenant je voudrais qu'on vienne donc sur l'objet principal de la discussion d'aujourd'hui, sur l'introduction dans la Constitution. Avec une question, je l'ai dit au début, je le répète, ça sert à quelque chose, ça sert à ce qu'on ait le Conseil constitutionnel qui puisse nous dire non, votre loi régressive, pas possible. Voilà, c'est pas le même monde. Si on peut faire régresser le droit à l'IVG ou si on peut pas. Voilà, globalement, ça change ça, et c'est pas rien. Bien sûr, ça dépend de comment on l'écrit, il faut bien l'écrire, etc. Mais c'est ça l'objectif. Je voulais, Sarah, te demander de revenir sur... Le planning est très actif sur la question, sur la campagne qui a été lancée pour l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution. Et avoir une discussion sur pourquoi en fait vous avez considéré, alors que tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui vous battez beaucoup sur des questions d'accès, vous battez beaucoup sur l'éducation à la sexualité, pourquoi vous avez considéré qu'au-delà de ces batailles-là, le fait de l'introduire dans la Constitution était une des priorités politiques du planning pour le moment? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense que, comme je le disais, ça a toujours été une volonté du planning de le faire. Et pas toute seule, et ça veut dire qu'il y a pas mal de féministes, et j'ai envie de dire ça a uni pas mal de mouvements féministes aussi sur les questions d'avortement, ce qui est assez plaisant. Et il y a aussi le fait que des parlementaires comme toi, Mélanie, ont fait une PPL. Ça veut dire qu'on a senti que tout d'un coup, avec ce qui se passait dans le contexte aux États-Unis, mais pas que ça, j'ai envie de dire, ça veut dire aussi également en Pologne, en Hongrie, et comme je le disais, bientôt en Italie, mais qu'en tout cas, il y avait des politiques de manière assez partisane, puisqu'il y avait même la Renaissance qui avait proposé aussi une PPL portée par Aurore Berger et qui, à l'Assemblée nationale, l'a mise de côté en fait, pour laisser celle de Mathilde Panot avancer. Il y avait quand même quelque chose autour d'une dynamique, d'un dynamisme, un petit peu ce que tu disais un peu Sarah au niveau entre les pays, mais là il y avait la société civile, les élus, où on avait un objectif commun, c'était une prise de conscience aussi peut-être pour certains politiques qu'il y avait une possibilité de constitutionnaliser le droit à l'avortement.
Comme tu le disais, ça ne protégera pas totalement, mais ça sera plus compliqué de l'enlever, parce qu'on sait que c'est dans un calendrier des anti-choix, des conservateurs, on sait que c'est un des droits qui est le plus rapidement attaqué, et donc pour nous, au vu des alertes qu'il pouvait y avoir, on s'est dit, il y a peut-être une opportunité, une occasion, et puis on sortait nous aussi d'une bataille sur l'augmentation de 2 semaines, puisqu'on a réussi, grâce à la loi Alban Gaillot, de pouvoir augmenter de 2 semaines, mais ça n'a pas été simple. Vraiment, ça n'a pas été simple. C'est pour ça qu'en Belgique, si vous arrivez à 22 semaines, ben nous, ça nous donnera aussi une certaine dynamique. Juste peut-être pour rappel, dans plein d'autres pays européens, on peut avorter jusqu'à 22 semaines. Les Françaises partent à l'étranger. Nous, au téléphone ou dans nos accueils, on a au moins une femme par jour qui vient nous demander pour partir à l'étranger. Et partir à l'étranger, ça coûte 1 500 € minimum. Donc on en revient comme dans les années 70 où les personnes qui avaient les moyens pouvaient et celles qui ne pouvaient pas ne pouvaient pas et du coup devaient garder une grossesse. Donc en fait on sortait un peu de cette bataille-là et surtout on sortait d'une belle victoire quand même puisque comme je vous l'ai dit c'était 2 semaines d'augmenter, les sages-femmes qui pouvaient faire des IVG instrumentales. Donc en fait finalement on était dans cette dynamique-là. Et donc voilà, donc il y a eu vraiment ce lancement et puis ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que quand Emmanuel Macron a pris la parole pour dire en fait qu'il souhaitait que l'avortement rentre dans la Constitution, il l'a dit le 8 mars, pendant un hommage à Gisèle Halimi où toutes les associations, sans se parler féministes, ont boycotté cet hommage au vu du contexte politique et au vu de la récupération qu'il pouvait y avoir. Et ben en fait, on était avec quelques militantes à l'ONU, à la CSW à New York, où c'est un moment important entre les associations, enfin avec la société civile et les élus aussi. Et en fait, tout le monde nous a dit, mais en fait, si la France, elle constitutionnalise, nous, ça va nous donner une énergie de malade, en fait. Ça veut dire que c'est possible, la France serait le premier pays à le faire, et que finalement, ça répondrait au mouvement féministe, et encore une fois, avec pas mal d'énergie donnée, puisque là, c'est ce qu'on fait, ça veut dire qu'en fait, on ne revendique pas des choses, nous, on aimerait une augmentation des délais, on aimerait plus de clauses de conscience, mais en fait, on a décidé d'axer sur la constitutionnalisation et d'aller chercher les gens qui ne savent pas trop. Ça veut dire qu'il y a 20% des gens qui sont convaincus qu'il faut faire rentrer dans quelque chose de très... qu'il faut absolument le faire rentrer. Il y a 20% autres qui considèrent qu'il ne faut absolument pas le faire rentrer. Donc ça veut dire que ces 20%-là, on ne va pas mettre notre énergie là-dessus. Et en fait, il y a les 60%, ce qu'on appelle le ventre mou. C'est ce qui s'est passé en Irlande sur la question du mariage pour toutes et tous. C'était la question sur l'avortement. C'est aller faire de la pédagogie pour expliquer en quoi, aujourd'hui, il y a des menaces, en quoi de faire rentrer l'IVG dans la Constitution, ça deviendrait un droit fondamental. Et tout ça, c'est toute l'énergie aujourd'hui qu'on a décidé de mettre, et ça nous permet aussi de mobiliser. Il faut savoir que plus de 80% des personnes sont pour le fait de faire rentrer l'IVG dans la Constitution. Mais on sait aussi, aux États-Unis, la plupart des Américains étaient pour, et pourtant ça s'est retourné. Donc il y a quelque chose de très démocratique aussi là-dessus. Ça veut dire que là où ça basculait, la plupart du temps, les gens étaient plutôt d'accord sur le droit à l'avortement. Donc voilà, nous, on se retrouve dans une temporalité où en effet, la société civile, les élus se mobilisent. On a même un président de la République, on ne le croit pas, mais Auré, parce qu'il a vomi un peu quand il l'a dit quand même, on l'a écouté, c'était compliqué à dire pour lui. Et juste aussi pour dire que nous, c'est ça notre rôle aussi, le planning, c'est d'alerter, d'être écouté. Depuis le gouvernement Macron, le planning familial n'a jamais été reçu par le ministre de la Santé, par le ministre de l'Éducation nationale. Je crois qu'en 60 ans, on n'a jamais vécu ça, et c'est pas que au planning, et je vois qu'il y a des associations, c'est le milieu associatif en général, la société civile qu'on représente, qui ne sommes pas trop écoutés là-dessus. Et donc en effet, il peut se convaincre qu'il n'y a pas de menace sur l'avortement en France aujourd'hui, mais c'est facile puisqu'il ne nous écoute pas. Donc en fait, nous, on a vraiment cette bataille-là, et donc on s'est dit qu'on allait mettre notre énergie parce qu'on est dans un élan collectif qui est très intéressant. Mais par contre, on a encore plein de recommandations, plein de revendications à faire sur l'avortement parce que c'est pas gagné. Encore une fois, je le redis, on avance doucement, mais on avance parce que nous, on n'a plus de délai de réflexion, par exemple. La clause de conscience, ça passe pas, on comprend toujours, on sait pourquoi. Mais en attendant, on sait que par exemple en Italie, il y a 80% des médecins qui sont objecteurs de conscience. Et en plus, voilà, donc on sait très bien que voilà, c'est des menaces qui peuvent exister. Et on ne peut pas faire comme si on n'était pas en dehors et qu'on n'était pas solidaire de toutes les féministes d'Europe et du monde. On sait qu'aujourd'hui, les anti-choix ont des victoires. Il faut leur donner des défaites. Et en fait, mettre la Constitution
Pour eux, ça serait une défaite. Pour nous, une victoire, c'est certain. Et pour plein de féministes. Mais surtout, ils prendraient une défaite dans la figure. Et ça ferait du bien. Voilà. Et donc, juste, en fait, moi, je voulais juste dire, parce que j'en profite, en fait, on a besoin de vous sur la constitution, pour la constitutionnalisation. Ça veut dire qu'on pourrait penser que finalement, ça va passer, ou bon, bah, c'est pas si grave, en fait. Mais vraiment, si vous vous posez la question de comment agir, par exemple, il y a une pétition en ligne pour la constitutionnalisation. Je ne sais pas si on peut vous la faire partager, mais en tout cas, de la partager, de la signer. On a besoin de montrer qu'on n'est pas toute seule, en fait. Et vraiment, voilà, de pouvoir vraiment s'activer par rapport à ça. On a fait pas mal de tribunes, on a fait pas mal de choses. On sait que les gens sont avec nous. On a vraiment besoin de tout le monde pour déjà faire fermer la gueule, excusez-moi, aux réacs et aux conservateurs. Et puis aussi pour être sûre et certaine que dans les années à venir, l'avortement n'y touchera pas, quoi. Voilà. qu'il y a différentes choses qui expliquent le fait que le premier vote au Sénat ait été négatif et que le second ait été positif. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi, surtout, la mobilisation. Je me souviens au tout début, quand on a déposé le truc, tout le monde me disait « Jamais le Sénat va voter, jamais, jamais. » Ça sert... Toi aussi, tu disais ça. C'est vrai, je m'en souviens. Ça va jamais marcher, ça va jamais marcher, ça sert à rien. Et en partie, ce qui explique le fait qu'il y a des sénateurs et des sénatrices qui sont passés d'un vote négatif à une abstention ou d'une abstention à un vote positif, c'est qu'ils se sont fait harceler par des gens. Et il y a plein de gens qui sont dans la salle. Donc je voulais juste vous remercier parce que c'est grâce à vous. Parce qu'en fait, à un moment donné... Et qu'on a été sage. Oui. C'est ça. Voilà. Dans leur département, tout ça ? Oui, par des courriers, etc. Parce qu'en fait, ils avaient voté contre la première fois. Et en fait, au moment, et presque, j'ai presque envie de dire, ça nous a aidé qu'il y ait un vote négatif du Sénat au début, qui soit passé pas loin, parce qu'on était à 17 voix, donc on n'était pas sur une défaite. En réalité, c'était une victoire par rapport à ce qu'on nous avait annoncé. Moi, on m'avait dit, tu seras à 100 voix, jamais ton truc, c'est n'importe quoi. Vous gaspillez une niche parlementaire pour ça, ça sert à rien, etc. Bref. Mais en fait, quand les gens ont vu que 17 voix, c'est rien, quoi. Je veux dire, il manquait 17 voix. Ils se sont mis à vraiment être très vénères contre leurs sénateurs, leurs sénatrices. Quoi ? Vous avez voté quand hein ? Et donc, il y a plein de gens qui avaient suivi le mouvement, mais qui ne sont pas très non plus structurés politiquement contre l'IVG, et qui ont commencé à trouver qu'il y avait un coup politique un peu trop fort, et qui ont changé leur vote. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci. Et oui, il y a toujours cette pétition qu'on peut toujours signer. Ouais. Et du coup, par rapport à vraiment à la question de la constitutionnalisation, tu as dit, Sarah, que ça s'était suivi des faits, notamment par une proposition en Belgique pour faire la même chose. Mais je vais plus te demander, à ton avis, ce débat-là et le fait qu'il ait été mobilisateur, rassembleur en France, comment toi tu as pu voir ça? Je parle en tant qu'ancienne ministre qui a siégé dans des conseils de l'Union européenne, etc., avec des homologues parfois à l'opposé de l'échiquier politique. Comment tu vois l'importance de cette bataille en France pour le niveau européen en général? Je pense qu'elle est essentielle pour justement montrer et solidariser un front féministe international au niveau européen et au-delà, parce qu'on peut travailler aussi dans d'autres instances comme le Conseil de l'Europe ou bien au niveau de l'ONU. Donc ces alliances-là, elles peuvent s'étendre en fonction des lieux où on se trouve, mais c'est essentiel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a en effet de plus en plus de pays conservateurs, et avec l'Italie qui a rejoint ce bloc, c'est hyper inquiétant. Mais moi, ce qui m'a donné de l'espoir pendant mon mandat sur le plan européen, c'est de plus en plus avoir des homologues féministes, ouvertement féministes, qui mènent des politiques féministes dans leur pays et qui avaient envie de défendre une Europe féministe avec des effets concrets. Donc c'est des gens avec lesquels, par exemple Isabelle Rome, votre ancienne ministre à l'égalité, Irene Montero, qui elle maintenant a aussi été un peu dégagée du gouvernement espagnol. Mais voilà, on a aussi su créer des alliances avec l'Écosse. Enfin, on a su identifier en fait de nombreux interlocuteurs dans plusieurs pays
qui nous ont permis d'avoir des victoires. Et donc, par exemple, quand la Turquie a annoncé qu'elle se retirait de la Convention d'Istanbul, donc c'est la Convention du Conseil de l'Europe pour l'élimination de toutes les formes de violence envers les femmes et les filles, donc c'est une convention contraignante qui est la plus ambitieuse qu'on ait jamais connue en la matière, et donc la Turquie se retire. Et elle espère un effet domino sur d'autres pays, hein, la Hongrie, la Pologne, etc. Et là, il y a évidemment un soulèvement des associations, des militantes, et nous, on se dit, on va lancer une carte blanche, et on va essayer de la faire co-signer par un maximum d'États pour rappeler notre volonté indéfectible de mettre en œuvre de façon complète la Convention d'Istanbul. Et on l'a fait. On a fait co-signer 17 pays européens cette carte blanche. Et donc, au lieu de se dire « Ah oui, un de plus, bon bah voilà, c'est pas si grave », on s'est mobilisé et on a su montrer le bloc qu'on avait. Et en fait, ça, c'est des contacts aussi qui se créent. Et donc, par la suite, c'est des gens qu'on a pu... c'est en particulier des femmes politiques que j'ai pu recroiser à Bruxelles ou dans certaines réunions internationales. Et donc, créer ces réseaux, c'est essentiel. Ça, j'en suis persuadée, parce qu'il y a énormément de facteurs humains dans tout ça. Et donc, avoir cette conscience de la nécessité de créer un réseau, ce réseau féministe international, c'est super important. Et nous, en tant que Vertes, je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer là-dedans. Alors évidemment, en France, la possibilité de monter en majorité, elle est plus complexe, vu le système majoritaire dans lequel vous fonctionnez, mais c'est pas impossible. Et de toute façon, c'est quelque chose de nécessaire aussi au niveau du travail parlementaire, interparlementaire qui peut se mener. Et donc on peut, nous, être à l'initiative d'un certain nombre de choses qui pourraient se créer, notamment par interpellation que vous pouvez mener. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu des choses inquiétantes aussi, évidemment. D'une part, le fait que moi, je suis plus là. J'ai le remplaçant qui va continuer le travail, mais c'est vrai qu'on voit des moments où on est beaucoup, et puis des moments où Isabelle Rome est démise de son poste, Irène Montero n'est plus là, et donc par moments, on sent un peu les alliés s'effriter. Donc voilà, c'est un peu les montagnes russes à ce niveau-là. On sent que c'est encore fragile, quoi. Et d'autre part, c'est aussi un glissement sémantique que j'ai pu observer sur les 3 ans de mandat. Le plus effrayant, c'était lors d'un conseil, donc c'était sous la présidence tchèque. Et alors, il y a toujours un lunch pendant lequel c'est à huis clos, les conseillers quittent la salle, et donc c'est censé être une discussion informelle. En fait, cette discussion informelle, chacun a son papier écrit par ses conseillers, donc je ne vous raconte pas la spontanéité de la discussion que nous avons pendant ce lunch, c'est passionnant. Et donc le sujet que la Tchéquie avait décidé de mettre à l'ordre du jour, c'était un conseil sur les affaires sociales, c'était la natalité, la chute de la natalité. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Si vous écoutez les discours de Mélanie, c'est en permanence. Donc elle, c'est tout le temps. C'est la natalité. Et donc en gros, on est dans une recherche de pureté de la race, quoi. Et d'autre part, et Mélanie par ailleurs a aussi des discours qu'elle répète en permanence, notamment le fait de toujours associer l'IVG au malheur. Donc c'est terrible qu'il y ait encore des IVG. Voilà, donc ça c'est encore, c'est aussi très inquiétant à surveiller. Mais donc pendant ce conseil, c'est ça le sujet qui est mis sur la table. Et donc on sait bien que les pays de l'Est ont tendance à pousser les politiques natalistes avec des politiques sociales qui sont présentées comme progressistes, comme par exemple maintenir les femmes à la maison pendant 3 ans, ce qui ne leur permet pas de retourner après sur le marché de l'emploi, en tout cas pas dans les mêmes conditions de carrière que si elles n'avaient pas arrêté pendant tout ce temps. Et donc ça les pousse à continuer à s'inscrire dans une trajectoire de mère de famille et à continuer à avoir des enfants. Ce qui n'est quasiment jamais souligné et dénoncé. Donc tout le monde est là, ah oui, eux ils font ça. Et alors ce qui moi m'a vraiment surpris, c'est que pendant le tour de table, il y a très peu de gens qui ont pris la tangente par rapport à ce qui était en train de se dire. Donc ils ont pris au pied de la lettre la consigne de comment allons-nous redresser la natalité en Europe, et donc chacun avait sa petite feuille et expliquait nous mettons en œuvre des politiques de congé de maternité, on a justement étendu le congé de paternité à autant, on parle un petit peu de work-life balance, et l'équilibre, la répartition des tâches, et c'est décidérant. Pas une seule fois le mot régularisation des sans-papiers n'est prononcé, pas une seule fois la question du mon corps, mon choix, du fait que les femmes peuvent choisir d'être mères ou pas. On ne parle pas non plus spécialement des services publics, donc du fait d'allier carrière et maternité.
Et donc ça m'a vraiment inquiété, parce que c'était une grosse majorité des personnes présentes qui se sont ralliées à cet exercice, quoi. Ouais, merci. Et c'est aussi la question de la natalité, on l'a vu très récemment avec le débat sur la réforme des retraites, où c'est revenu de façon exponentielle, notamment, c'était notamment le cas pendant la manifestation contre l'IVG, où en gros les bannières c'était la réforme des retraites c'est à cause de vous. Parce qu'en gros c'est vous faites plus d'enfants, vous avortez, et ils peuvent payer nos retraites, voilà, il faut faire un retraite à 67 ans, c'est votre faute. C'était l'extrême droite qui disait ça. C'est encore la faute du planning. Voilà, comme beaucoup de choses. Tellement de choses. Merci pour ton témoignage en tout cas. La dernière partie de la discussion que je voulais qu'on ait, c'est sur, et aussi pour vous expliquer un peu où on en est, sur la suite de cette question. Donc je vais être courte, mais je veux quand même faire un peu de pédagogie. On va expliquer, parce que pas tout le monde le sait, comment on change la Constitution en France et pourquoi on a tellement insisté et pourquoi on est un peu en train de désespérer et donc il faut qu'on ait cette discussion sur le fait qu'il y ait une proposition du gouvernement. Il y a deux manières de changer la Constitution en France. Soit ça vient du gouvernement, c'est un projet de loi, soit ça vient du Parlement, c'est une proposition de loi. Ça fait une différence. Merci d'accompagner ce cours avec une musique parfaitement appropriée. Ça fait une différence, c'est que quand ça vient du gouvernement, le gouvernement propose cette modification, ça doit être voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat dans les mêmes termes, et quand c'est fait, le président de la République a un choix. Soit il soumet le changement à référendum, soit il le fait ratifier en congrès, donc sans référendum, c'est-à-dire le congrès c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, et là il faut les 3/5. Donc on n'est pas obligé d'avoir un référendum. On peut, mais c'est pas une obligation. Quand c'est une proposition de loi, ce qui est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est forcément un référendum. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être merveilleux, fantastique d'avoir un référendum sur le sujet. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est ultra dangereux. Parce que c'est une campagne référendaire avec une égalité du temps de parole, la moitié du temps de parole donné à des gens qui vont attaquer l'IVG. On ne va pas parler que de la constitutionnalisation, on va aussi parler de l'IVG en soi. Et tu l'as dit, Sarah, les anti-choix ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et ne rêvent que d'un champ de bataille aussi grand qu'une campagne référendaire. Voilà. Néanmoins, le problème qu'on a, c'est que le gouvernement fait rien. Voilà. Et donc, on va se retrouver là, bientôt, face à un choix politique très, très important, très compliqué, comme beaucoup de choix politiques, notamment quand on est parlementaire, à savoir si le gouvernement vraiment fait rien, ce qui est tout à fait possible, ce qui est fort possible, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on se dit le référendum c'est trop compliqué, c'est trop dangereux, on va le gagner mais on veut pas se refaire la manif pour tous, machin, c'est compliqué. Ou est-ce qu'on se dit en fait on peut pas attendre 2027, on sait pas ce qui va se passer en 2027, je sais pas ce que ce sera la majorité à l'Assemblée nationale en 2027 et en fait c'est trop risqué. Et le référendum on peut le gagner, on va le gagner le référendum. Et on va le gagner et ce sera une victoire féministe monumentale contre le gouvernement qui n'aurait pas voulu agir. Et donc c'est ça voilà, c'est ça notre choix. C'est le choix qui se pose aux parlementaires dans les semaines qui viennent. C'est pas un choix facile. Voilà. Et voilà, je voulais brièvement avoir... alors, pour toi, c'est pas un choix qui se pose à toi, mais je voulais savoir... Mais tu peux quand même donner ton mais tu peux donner ton point de vue parce qu'en fait, it's a free country. Donc voilà. Mais voilà, je voulais notamment, Sarah, te demander de réagir à ça, et notamment sur ce que tu as dit sur l'unité qu'il y a du mouvement féministe et aussi au-delà, l'unité partisane large, enfin pas l'unanimité, mais voilà, le consensus partisan autour de ça qui en fait une bataille très mobilisatrice. Voilà, ton retour sur cette grande question qui se pose au mouvement féministe dans les semaines qui viennent. Alors, je pense que, c'est ce que je disais, ça veut dire il faut leur donner une défaite. En fait, si jamais le gouvernement fait rien, et il y a très peu de chances que le président de la République
ne fait rien, ça sera pris comme une victoire de la part des anti-choix. Ça sera considéré comme une victoire, pour eux en tout cas. Nous, comme je disais aussi, on met notre énergie beaucoup là-dessus, on a beaucoup de sujets, mais l'avortement, ça fait partie de notre quotidien, puisqu'on accueille les personnes énormément dessus. Juste, on accueille à peu près 400 000 personnes au planning par an, à peu près. Et donc, en fait, la question, c'est voilà, comme je vous dis, on a plein de revendications sur l'accès à l'avortement, etc. Et donc là, nous, on a fait le choix, en effet, parce qu'il y avait cette dynamique-là. Mais en fait, c'est où on arrête. Ça veut dire, on se dit, bah en fait, c'est pas le moment. Et en même temps, il y a 2027 qui arrive. Et en même temps, juste pour vous dire comment on travaille, parce que je trouve que c'est important, c'est qu'on fait des petits déjeuners, comme à l'Assemblée nationale, à 8h30, à 8h30, voilà. C'est trop tôt. Et ça, c'est un ban d'ancienne députée, selon moi. Mais par contre, en fait, on essaye vraiment d'avoir des temps réguliers, de s'organiser, et c'est hyper plaisant. Je pense même que c'est hyper reposant pour certains parlementaires, parce que finalement, on se retrouve au planning et on va discuter et on va réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on met en place et comment on fait des choses en place. Et surtout, on a l'impression d'être très entendu, la société civile, donc ça, c'est quand même hyper important. Et donc, évidemment que, voilà, c'est où on fait ça, ou alors on accompagne les parlementaires sur ce chemin de faire voter à l'Assemblée nationale la même écriture. L'écriture ne nous convient pas. Ça veut dire que celle qui est passée au Sénat, je ne pourrais pas la redire, mais en fait, ça ne nous convient pas, ça ne protégerait pas le droit. Ça veut dire que ce qui manque, c'est le verbe protéger déjà. Et en fait, ça ne protégerait rien du tout. Mais est-ce que en fait, c'est ça ou rien? Est-ce que du coup, on dit oui à cette écriture et en même temps, avec tout ce qu'on a dit, ça ferait une caisse de résonance gigantesque pour les féministes? Et donc il va y avoir cette question qui va se poser, qui va surtout se poser pour les parlementaires aussi, de voir aussi de manière transpartisane comment est-ce qu'on s'organise, comment on mobilise, parce que juste si on refait passer, s'il y a dans une niche parlementaire la même écriture qui passe, il ne faut pas qu'il soit amendé. Ça veut dire que tout le monde se tient droit, et ça veut dire que l'ordre est donné à toutes les personnes de ne pas amender sur un texte qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont se passer chez vous et entre vous, qui nous regardent moins. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on sera bien sûr, on continuera à travailler là-dessus. Sur la question du référendum, ça va être d'une violence folle. Juste pour vous dire pourquoi, quand vous entendez en permanence que vous êtes une assassin parce que vous avez avorté, que de toute façon vous risquez que ça va faire des problèmes de santé, que vous risquez d'être stérile, que c'est grave pour que ces pauvres femmes avortent, juste quand même, c'est 1 femme sur 3 en France qui avorte. Hein. Donc c'est-à-dire, c'est pas... Enfin, voilà, les femmes avortent en France, qu'on le veuille ou non, elles avortent. Mais en tout cas, ça va faire une sacrée caisse de résonance. Encore une fois, on a essayé de sortir, il y a quelques années, un MeToo, j'ai avorté, enfin, une espèce de truc, pour que les femmes sortent, en fait. Et on avait fait, je ne sais pas si vous connaissez, le magazine Cosette, où il y avait marqué « Oui, j'ai avorté ». Donc on a voulu sortir une campagne enfin, Cosette est venue nous chercher pour sortir une campagne. Et en fait, il y a des personnalités qui ont témoigné et qui ont dit la difficulté qu'elles avaient eu à témoigner. Ça veut dire que l'avortement, c'est un sujet politique, c'est un sujet public, mais encore en 2023, les femmes ne peuvent pas parler de leur avortement. Que ce soit bien passé pour elles ou pas bien. En tout cas, nous, ce qu'on voit au planning, c'est que le plus souvent, c'est un soulagement. Parce qu'elles ont pu avorter dans de bonnes conditions. Et surtout, elles ne voulaient pas d'une grossesse, quoi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, ça veut dire que nous, ce qu'on a peur, c'est que les personnes concernées, que nous, au planning, on s'en prenne plein la figure, que Mélanie s'en prenne plein la figure, c'est pas trop grave. C'est le kilo, on va dire. Je suis d'accord ça. Voilà. Mais par contre, c'est surtout, nous, là où on est inquiète, c'est les personnes qui vont regarder la télé, qui vont avoir des propos atroces, et comme tu le disais, ça va être les mêmes sur les questions LGBT, ça va être les mêmes, donc on va recevoir une vague de violence de manière très importante, et on sait qu'on n'a pas tout le temps les médias avec nous. Enfin, si vous avez vu les derniers trucs sur le JDD, ben nous c'était une porte qu'on avait quand même, ben, pouf, c'est en train de se fermer, les portes médiatiques de plus en plus. Mais en fait, quelle parole on va avoir par rapport à ça, et voilà, quel espace on va pouvoir avoir. Alors, n'hésitez pas à donner au planning familial, j'en promets. Non, mais faire des dons en tout cas, mais il va falloir qu'il y ait une mobilisation collective là-dessus. Mélanie tout à l'heure a dit un truc sur les sénateurs qui s'en étaient pris plein la gueule dans leur... Bah, peut-être que là, ça sera pareil pour les députés Renaissance, si on voit qu'ils font rien. Je redonne
on a un échange, c'est ça? Et puis on a l'échange, ouais. Alors, bon, toi, c'est pas à toi de prendre cette décision, mais comme tu as compris, c'est une décision importante, avec à la fois la question de s'engager dans cette bataille d'un référendum ou pas. Et puis, peut-être je devrais expliquer ça un peu plus dans l'échange sur la formulation exacte, mais effectivement, là où le texte en est aujourd'hui, vous imaginez, il y a eu un premier dépôt, on a négocié, puis c'est passé à l'Assemblée nationale, ça a été négocié aussi, c'est revenu au Sénat, ça aurait été négocié. Bon, vous imaginez qu'à chaque fois, on n'a pas progressé, hein, on a plutôt rabaissé le niveau, avec aujourd'hui une version du texte au Sénat qui n'est pas satisfaisante, qui est en tout cas pas ce que moi je voulais faire au départ, ça c'est clair. Après, on aura l'occasion d'en parler pendant le débat. C'est une question à un moment donné de savoir à quel moment ça vaut plus le coup, à quel moment il faut le faire. La loi Veil en 75, c'était pas la loi que voulait la gauche. On voulait une loi beaucoup plus progressiste, mais à un moment donné, il y a eu des gens qui ont considéré que c'était ça ou rien, et qu'il fallait commencer par là, et que c'était le début d'un chemin. Et depuis, la loi Veil a été largement... je veux dire, la loi Veil est très régressive par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais il a bien fallu commencer quelque part. Et donc, bref, c'est toujours la question, c'est ce qui fait la beauté du choix politique. Hein, c'est pas noir ou blanc, c'est compliqué. Mais ouais, voilà, si tu pouvais nous dire, à ton avis, l'intérêt que tu vois ou les dangers que tu vois depuis un autre pays d'avoir une mobilisation par référendum sur cette question. Je pense que c'est une super bonne idée. Ok. Mais après voilà, moi je suis dans ma façon de faire de la politique, j'ai plutôt tendance à me dire il faut avancer plutôt que de trop céder à la peur panique et à se dire donc ça c'est aussi un trait de caractère. Aussi voilà, le référendum, je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Nous en Belgique on n'a pas de référendum par exemple, hein. Donc pouvoir s'en servir et susciter du débat public à travers cet outil-là, je trouve que c'est pertinent et ça peut mobiliser aussi dans le contexte des élections. Je me dis, vu que vous ne votez pas obligatoire, voilà, je me dis c'est un exercice démocratique concret qui parle aux gens dans leur chair pour certaines. Et donc, pourquoi pas faire un travail de reconnexion démocratique avec ça. Pour nous, c'est utile, parce que comme je le disais tout à l'heure, la suite de ce rapport qui est sorti, c'est que maintenant, on peut donc se remettre au travail au Parlement sur la modification de la loi IVG, sur base des recommandations. Et donc ça va être musclé, et on va avoir besoin de toute la force pour obtenir des choses. Alors on ne va pas obtenir tout ce qu'on veut, vu qu'on doit négocier donc, avec ces fameux catholiques flamands, mais moi, je suis certaine qu'on va pouvoir engranger des choses. Et donc, à mon avis, une extension du délai, on n'aura pas les 18 semaines directement, mais quelques semaines, ça, j'en suis persuadée. Et je pense quand même une réduction du délai de réflexion. Ça, c'est en tout cas mes deux objectifs très pragmatiques. J'aimerais bien la dépénalisation, évidemment, mais si je dois prioriser, ça me paraît prioritaire de donner un accès au 3e trimestre, en fait. C'est ça, 2e trimestre. 2e trimestre, c'est ça? Oui, parce que le 3e... Oui, c'est ça. Et qui, du coup, en fait, permet de développer des techniques médicales différentes et donc d'avoir en fait ces espaces pour pratiquer ces IVG-là qu'en fait aujourd'hui en Belgique on n'a tout simplement pas ces espaces-là. Donc il y a monter à 15 semaines par exemple, c'est très utile de ce point de vue-là. Donc ça c'est un élément. Je pense que faire vivre le sujet de l'IVG dans la société c'est utile parce que c'est un sujet qui est clair. Donc il y a les progressistes et les féministes dans la société doivent se compter autour de ce sujet-là et se mobiliser pour le faire avancer. Et donc ceux qui ne se mobilisent pas derrière, eh bien en fait, révèlent dans quel camp ils sont. Et donc c'est aussi un bel outil de mobilisation où on est à l'offensive, nous, avec un sujet concret pour mobiliser toutes ces forces-là autour de nous. Et en tant qu'écologiste, je pense qu'on est des partis de femmes qui sont féministes, qui peuvent créer de la sororité avec des alliés autour de cette question-là. Et donc être à l'offensive au départ de la France et puis faire des émules à l'international, c'est important. C'est aussi utile plus largement pour soutenir nos sœurs qui se battent dans les pays où c'est très compliqué. Je pense par exemple au collectif Aborcini Dream Team, donc ça c'est des Polonaises donc il y en a une qui a été poursuivie en justice et donc son procès n'arrête pas d'être reporté, donc elle n'a toujours pas été jugée pour avoir fourni une pilule abortive à une femme qui en avait besoin. Elle a été dénoncée par le mari de cette femme et pour la première fois il y a un procès qui a lieu.
c'est grave, mais elles lâchent rien et elles sont incroyables, quoi. Donc elles ont un courage dingue, elles sont à la fois drôles, offensives, elles mènent des actions. Et puis alors, elles passent à l'action directe en soutenant des femmes pour les aider à aller avorter à l'étranger. Donc par exemple, quand j'étais dans le gouvernement, j'ai financé Abortion Without Borders, qui finance cette association pour permettre à des femmes polonaises d'aller avorter dans d'autres pays. Et à la suite de cette action, qui a été pas mal médiatisée, d'autres pays ont suivi. Donc ça, c'est encore une fois l'effet d'entraînement, le réseau international féministe, parce que cette information-là, je l'ai fait circuler dans mon réseau. Donc ça montre bien tout l'intérêt d'être bien connecté avec des homologues progressistes. Et donc soutenir ces femmes qui, elles aussi, travaillent sur un wording sans tabou de l'IVG. Et donc elles, les autocollants, par exemple, qu'elles collent, c'est « avorter, c'est OK ». Et ça les rend dingues. Parce que c'est pas avorter c'est triste mais nécessaire, c'est ok. Et je trouve ça génial, quoi. Et je te rejoins à 100% sur cette question du tabou. On continue à vivre dans une société qui est moralisatrice par rapport à l'IVG. Et donc on arrête, même nous écologistes, parfois on intériorise ces discours-là de toujours commencer par oui, ça ne devrait jamais arriver, mais parfois. Non, en fait, ça va. Enfin, oui. Mais donc je pense que nous, on doit aussi davantage travailler sur les mots qu'on met autour de l'IVG, mieux diffuser auprès de nos militants, auprès de nos alliés, la façon dont on parle de l'avortement. Et briser les tabous, ça me paraît aussi un objectif central. Voilà. Merci Sarah. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose qu'on a 25 minutes pour faire un petit échange. Alors oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut beaucoup parler depuis tout à l'heure. Ça devient urgent. Je vais te donner la parole. Après, il y avait Madame, et puis Florian, et après Le consensus qu'on a fait dans les années 70, c'est précisément sur cette clause de conscience, entre autres. Hein. Donc le combat, il est toujours là. Moi, je pense que, je sais pas si ça marche, hein, mais je pense que oui, on doit se battre là-dessus, évidemment. Évidemment, on doit se battre là-dessus. C'est inacceptable. Et je suis tellement choquée. Moi, je fais partie des femmes qui ont avorté à l'époque où c'était interdit, où on était punis, et vraiment. Battons-nous, quoi. Vraiment, merci en tout cas d'être là, merci d'être là. Et je voulais juste dire à Mélanie pourquoi à Renaissance, les députés ou sénateurs Renaissance ne se feraient pas interpeller, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme les sénateurs par les femmes, pour dire mais comment est-ce que vous pouvez ne pas vous battre pour ça, quoi. Un témoignage depuis... sur cette dernière année, il y a eu de nombreuses attaques contre l'IVG dans notre ville. Donc, par exemple, le 22 novembre 2022, il y a eu au cœur du Parlement européen une réunion contre l'avortement à destination des parlementaires européens. Donc, grosse mobilisation féministe pour dénoncer ça. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur du Parlement européen, il y a énormément de lobbying anti-IVG et c'est grave, évidemment. On a des réunions qui se tiennent par Alliance Vita qui est un groupe extrêmement conservateur et anti-IVG qui tient des réunions dans les locaux de l'évêché à Strasbourg. Donc là aussi, dénonciation de la part du planning et mobilisation. Et le planning a été attaqué à 2 reprises. Ça a été dramatique. Le 8 mars, elles ont organisé de merveilleuses portes ouvertes. Elles sont arrivées devant leurs locaux avec des tags immondes et haineux. Moi, je trouve qu'il y a un lien très évident avec la présidence d'Alliance Vita. L'enquête n'a pas abouti, mais vraiment, ça me semble assez évident. Notre conseil municipal a voté une motion de soutien, une motion de défense de l'IVG. Et je voulais aussi dire dans des villes écolo, ce sont aussi des villes féministes, où on a par exemple triplé la subvention au planning familial. Donc aujourd'hui, 45 000 € de subventions sont donnés chaque année au planning familial. Un autre témoignage, c'est voilà, en tant que prof, j'ai 2 jeunes filles qui viennent me voir et disent « Ouais, on peut faire notre sujet de promesse sur l'IVG, le droit à l'IVG. » Je dis « Super !» Je tombe par hasard dans le jury et là je réalise qu'elles ont absorbé tout ce qu'elles ont lu sur les premiers sites internet qui sont tombés sous leurs yeux et elles nous ont sorti une rhétorique
anti-IVG, mais bon, on sait qu'elle est quand même déguisée, mais elle va montrer, oui, que c'est une souffrance psychologique, etc. Et j'ai trouvé ça dramatique, ça montre que les jeunes n'ont pas le discernement suffisant pour bien comprendre les informations qu'elles peuvent lire. Et de ce fait, le fait d'ouvrir la parole par un référendum, ça m'inquiète beaucoup parce que pour notamment les jeunes femmes, le fait d'entendre quelque chose qui puisse remettre en cause ce droit à l'avortement, ça me semble dangereux parce qu'elles n'ont peut-être pas tous les outils nécessaires pour avoir un recul suffisant et un esprit critique suffisant. Merci. Moi, je voulais juste faire un hommage en fait à toutes les femmes qui se battent tous les jours justement pour conserver ce droit à l'IVG et tous les droits des femmes en fait. Donc moi j'ai 18 ans, je suis vraiment lycéenne, j'ai atterri ici par mon copain. Donc vraiment je suis là en mode bon je vais découvrir. Et avant aujourd'hui je connaissais pas du tout le planning familial, donc vraiment ça donne envie en fait de se battre et aussi ça donne du courage et de l'ambition. Donc vraiment je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait à l'Assemblée, j'en avais eu vent. Et au Parlement plutôt. Enfin bref, j'ai un peu compris. Au Sénat, ouais, donc c'est absolument rien à voir. Bref. Enfin, c'est lié, mais c'est pas la même chose. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites, tout le monde en fait, que ça soit femme, homme, non-binaire, enfin bref. Tout le monde en fait, pour vos combats quotidiens et pour faire avancer les choses. Voilà. Tout à l'heure, j'étais dans un atelier où il y a une femme qui râlait qu'il y avait que des hommes qui parlaient. Donc je ne râle pas. Florian d'Allemagne, je rejoins un petit peu le propos, enfin c'est plus une question tactique ou stratégique vis-à-vis de la question référendaire. L'avis de Sarah est intéressant en disant il faut aller au combat. Faut gagner et ce qui peut être intéressant c'est qu'on voit que le gouvernement est un peu mou du genou sur la question, hein, c'est ce que tu dis Mélanie, parce qu'il veut pas sortir son projet. Il faut forcer le gouvernement à sortir du bois, il faut forcer les gens de Renaissance et de la majorité à sortir du bois, il faut les forcer à sortir l'étendard de l'IVG, du soutien de l'IVG, de l'inscription de l'IVG dans la Constitution pendant une campagne référendaire. Ils veulent pas le faire sur un schéma parlementaire à Versailles, ils le feront pendant une campagne référendaire. Et s'ils ne le font pas, c'est très facile après de leur tomber dessus, parce que souvent ils disent « Ah, nous on est des progressistes, des vrais progressistes, vous êtes des extrémistes, etc. » Il n'y a aucun extrémiste sur cette question-là de l'inscription d'un texte édulcoré dans la Constitution. On est dans quelque chose de standard. Donc il faut faire sortir le gouvernement du bois. Et un autre chemin tactique, c'est qu'actuellement, Macron, il essaie plutôt de faire des alliances avec la droite et l'extrême droite, et là, on lui coupe l'herbe sous le pied en lui disant, pour une fois, il va faire alliance avec la gauche sur cette question-là, et nous, on soutiendra. Et Macron, j'ai encore lu sur Instagram avant-hier qu'il faisait des gorges chaudes de sa mesure, qui est très bien, par ailleurs, hein, de la gratuité des préservatifs pour les jeunes jusqu'à 25 ans, en disant, on a multiplié par 3 le nombre de préservatifs, que sais-je. Je me rappelle plus, mais donc il y a en façade quand même une souhait de progressisme à ce niveau-là du gouvernement, mais derrière, dans les actes, il n'y a pas grand-chose. Donc, les faire sortir du bois, c'est peut-être c'est quelque chose qui peut être piégeux pour Renaissance, et d'ailleurs, ça peut être un argument à leur sortir en disant « Faites pression à votre gouvernement, parce que vous allez être obligé de faire campagne pour le truc, et ça va peut-être pas vous plaire trop, parce que vous avez peut-être d'autres choses à faire. » La question, c'est pas tellement leur vote, c'est la responsabilité que prend le gouvernement ou non dans le fait de mener réellement la bataille à son terme et donc de faire un projet de loi. Pour l'instant, leur truc, c'est de dire nous, on est pour et puis bosser et on vous soutient de loin. Mais en fait, on fait rien. Voilà, concrètement, la responsabilité qu'ils avaient à partir du moment où le Sénat avait voté pour, ils l'ont pas prise. Et c'est vrai que c'est en partie parce qu'il y a une volonté de travailler davantage avec la droite et que c'est pas avec ce camp-là que tu peux travailler sur le droit à l'IVG dans la Constitution. Donc c'est lié. Après, moi, je pense profondément que Macron ne veut pas faire ça. Il nous a sorti au moment où il a dit que ça serait mis dans un projet de loi constitutionnel. Vous vous rappelez peut-être, il avait annoncé que ce serait dans un projet de loi global de changement de la Constitution. Donc vous imaginez le délire, on ne sait même pas ce qu'il y aurait d'autre. Mais admettons, je sais pas, on a une réforme un troisième mandat pour le président de la République, j'en sais rien, la décentralisation, le cumul des mandats et l'IVG. Ouais. Et moi je vote quoi? Enfin, c'est n'importe quoi. C'est des choses en plus qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres.
Voilà. Ce qui s'est passé, enfin, vous preniez l'exemple des préservatifs, nous on ne voit pas du tout ça sur le terrain. On ne sait pas la source de Macron, il a sorti ça cet été, on a eu 25 journalistes qui nous ont appelés, alors que c'est pas une révolution, hein. C'est quelque chose de bien. Mais nous, par exemple, nos associations, on n'a plus de capote. En fait. On n'en a plus. Et celles qu'on a, elles sont de mauvaise qualité. Donc en fait, il n'y a aucune logique dans sa réflexion. Il sort des petites punchlines comme ça. Et sur l'avortement, en fait, je pense vraiment qu'il l'a vomi quand il l'a dit. Brigitte Macron est contre le droit à l'avortement. Les personnes qui le conseillent, et c'est pour faire un lien avec Strasbourg, c'est Israël Nizan, qui est un médecin qui est bien connu à Strasbourg et aujourd'hui qui est classé dans les anti-choix, hein, très clairement, par les journalistes, quoi. Et en fait, voilà, et moi j'ai déjà eu l'occasion de parler d'avortement avec Emmanuel Macron, et en fait, une fois, je l'ai interpellé comme ça, et en fait, il m'a sorti le mot traumatisme, il m'a sorti le mot échec, et il m'a dit confort. Donc vous voyez, en fait, et c'est super intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ça veut dire de comment est-ce que, aussi, on peut éduquer, c'est peut-être le rôle du planning aussi, et des associations, d'aller voir les partis politiques et de dire, écoutez, en fait, vous le faites, vous dites ce mot-là, mais en fait, vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais voilà comment ça peut résonner chez des personnes, et en fait, les anti-choix utilisent ces mêmes mots-là. Ça veut dire qu'à chaque fois, traumatisme et échec, c'est les mots. Et en fait, il y a des personnes qui ont bien regardé et qui ont dit que ça a un impact quand même. Ça veut dire que si on associe des mots que négatifs sur l'avortement, on va pas dire c'est génial, c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, eux travaillent très bien au langage, travaillent très bien à la communication. Et en fait, en effet, ils sont en train de créer des sites internet parce qu'ils ont 25 personnes sur la communication derrière. Et en fait, là, on a remarqué, par exemple, ces 2 derniers mois, suite à la sortie de notre chat, qu'il y avait eu 3 créations de sites internet en un mois. Et c'est une bataille numérique de toujours faire en sorte que le planning soit en haut. C'est une bataille, voilà. On achète des noms de domaines, sauf qu'en fait, juste un petit exemple, et après je laisserai, mais c'est un exemple hyper concret. Simone Veil décède. Le lendemain matin, une plateforme, Simone Forever. Vous avez dû les voir, les images. On a même mis des images sur des profils du planning parce qu'on trouvait des images vachement belles. En fait, c'était un truc anti-choix. Et Simone, jusqu'au bout, ils ne l'ont pas lâché, de toute façon. Et Simone Forever, c'est le nom du 50e, enfin, du congrès des 60 ans du planning. Et on n'avait pas acheté Simone Forever. Et en fait, c'est parce que c'est pas dans nos réflexions, c'est pas dans nos pensées. Donc là, on est en train de réfléchir à acheter des noms de domaines, parce qu'ils sont en train d'acheter tous les noms de domaines. Ils ont que ça à faire, ils ont un agenda, ils ont une alerte, ils achètent. Ils vont acheter avortement, information. Ben nous, en fait, c'est une bataille. Oh là, est-ce que ça c'est pris, est-ce que c'est pas pris? Mais parce qu'on a autre chose à faire, nous, en fait. Mais en tout cas, ils sont là-dessus. Et pour rappel, dans 1 an et demi, c'est les 50 ans de la loi Veil. Vous allez voir que ça va être encore et encore. Et peut-être, en effet, ça peut s'inscrire dans un référendum aussi, enfin, la mobilisation de la société française pour leur dire, ben, en fait, vous avez tort, on a raison. Mais ça sera une sacrée bataille, quoi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Une petite question à vous, Mélanie. Vous avez dit tout à l'heure que s'il y a un référendum, même s'il y a un déchaînement de violence et de propos horribles, on va le gagner. Vous en êtes certaine? Vous n'avez pas une petite peur dans un coin? Enfin, vous pensez que c'est réaliste vous pensez que c'est réaliste que malgré tout, même si c'est à 52-48, mais qu'il sera gagné? Oui. Elle avait dit qu'au Sénat ça passerait, c'est passé. Il se trouve que je suis médecin, mais je ne pratique pas d'IVG parce que je suis neurologue, donc c'est loin de ma pratique. Mais j'ai une question concernant la clause de conscience, parce que pour le coup, j'exerce dans un pays, la Belgique, où il y a une clause de conscience pour la pratique de l'euthanasie. Et ça permet quand même de pratiquer l'euthanasie de manière relativement confortable, parce que les médecins ont l'obligation de référer à un médecin qui pratique des euthanasies quand ils ont une clause de conscience. Donc ma question, comme vous dites que vous vouliez abolir la clause de conscience, je voulais savoir un peu précisément comment vous comptiez en pratique appliquer ça. Je vais vous parler d'un truc qui sonne un peu suranné, qui est hyper confidentiel, que je pense qu'il y a plein de gens dans la salle qui ne savent même pas que ça existe ou que ça existe encore, mais qui dit un petit peu quand même des choses qui sont accrochées au fond dans la loi et dans la société. C'est la médaille des familles. Voilà, moi je suis Hélène Nolin, je suis 2e adjointe à la ville de Nantes en charge des politiques publiques sur la petite enfance, les familles et la parentalité. Et bah, truc de fou, c'est dans la loi ce truc-là, donc il faut récompenser sur demande des enfants ou du coparent
une personne de la famille à partir du moment et sous conditions exclusives à ce que, en l'occurrence la maman, mais ça peut être le papa, mais il y ait eu 4 enfants. Voilà, en dessous, pas de médaille, hein, parce qu'en dessous 4 enfants, ben, on n'est pas des parents, hein, c'est bien connu, donc on n'a aucun mérite et c'est comme ça. Et ça, c'est les préfectures qui obligent. Et quand les mairies veulent se départir de cette obligation, qui en plus, la distribution, le repérage des familles, c'est intermédié par des associations d'aide aux familles, qui ne sont pas toutes complètement pour, mais qui le font un peu par héritage historique, on va le dire comme ça, bah, du coup c'est super compliqué, parce qu'en fait on nous oblige quand même à émettre un avis. Alors on a le droit d'écrire pas d'avis, donc c'est super pour les familles après quand elles reçoivent le dossier avec la signature de l'élu qui a mis ça. Et puis, eh ben, il faut quand même poster la médaille, enfin il faut quand même faire tout ça, on n'a pas le choix. Et c'est super compliqué de se départir de ce truc qui est un héritage des guerres qu'on a eues, et qui je trouve quand même en dit long sur la vision de ce que doit être une personne qui doit avoir des enfants, qui plus est plus que 4. Et donc par rapport aux politiques, ou en tout cas aux ambitions, et que j'espère qu'ils n'arriveront jamais, de politique nataliste qu'il peut y avoir de ci, de là en Europe, et j'espère pas que ça arrive en France, bah, typiquement ça peut paraître être un truc anecdotique, alors c'est un peu indirect avec le propos d'aujourd'hui, mais je trouve que ça fait partie des trucs de loi à faire tomber aussi, parce que c'est des trucs qu'on a dans le dur, et puis qui continuent de circuler, même si c'est heureusement de plus en plus confidentiel, et qui génèrent une vraie inéquité en fait entre les personnes, les visions des familles et les libertés individuelles qu'on doit avoir, et qui imposent, je trouve, toujours plus encore un espèce de prisme de la famille avec plein d'enfants. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir plein d'enfants, je dis pas le contraire, mais en tout cas, je trouve que ça dit quand même quelque chose de... Bah, on est encore loin, un peu, quand même. Est-ce que j'en suis sûre? Je me place dans la perspective que les batailles qu'on mène pas, c'est celles qu'on ne peut pas gagner. Et qu'il faut partir du principe qu'on va gagner. Je suis partie du principe, en commençant ce chemin, qu'à la fin on allait gagner. Je suis convaincue qu'à la fin on va gagner. Je suis convaincue qu'on va mettre l'IVG dans la Constitution. Je ne sais pas quand ça va arriver, je ne sais pas dans quel article ça sera, je ne sais pas exactement comment ça sera écrit, mais je suis convaincue qu'on va introduire le droit à l'IVG dans la Constitution. Mais voilà, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est pas en se disant il y a un risque, il y a un risque, il y a un risque, on a peur, qu'on va y arriver. Je pense que c'est en se mettant à la perspective qu'on va gagner qu'on arrive à organiser les conditions pour que ça marche. Voilà. Sarah, sur la question sur la clause de conscience. Oui. Alors en fait, c'est la clause de conscience, on l'a sacrifiée sur la dernière proposition de loi qui a été faite. Ça veut dire que sur l'allongement des délais, il y avait la clause de conscience, et le ministre de la Santé à l'époque a demandé au comité éthique, enfin c'est une question éthique là-dessus, sur l'allongement et sur le fait que les médecins. Il faut savoir qu'en France, en fait, les femmes, quand on les accueille, les médecins ne disent pas qu'elles déposent leur clause de conscience, enfin, ne disent pas en fait qu'ils posent leur clause de conscience. On n'a aucun chiffre en France sur le fait que les médecins sont observateurs de confiance, comme on peut avoir en Italie, hein, comme je vous disais, où c'est presque 80%. On sait qu'il pourrait y avoir de la réorientation, mais on sait surtout qu'il n'y a pas de réorientation envers d'autres. Ça veut dire, je vais dire des exemples très précis, ça va être de faire tous les examens et bilans comme pour une grossesse, de dire oui, je fais l'avortement, et puis 2 semaines après, de dire bah non, finalement, je ne peux pas le faire. Enfin, on est vraiment sur des parcours, des témoignages, en tout cas, qui nous disent que nous, aujourd'hui, il y a des médecins qui posent la clause de conscience. Ça ne va pas changer les choses fondamentalement. Par contre, symboliquement, l'avortement est le seul acte où il y a une clause de conscience spécifique. Ça veut dire que pour faire plaisir aux médecins, au corps médical, hein, je parle sur la loi Veil à l'époque, c'était pour permettre que c'était du compromis, hein, comme on disait, il n'y avait pas cette clause de conscience. C'était simplement, sauf qu'en fait, nous, ce qu'on se rend compte avec tout ce que les stéréotypes et tout ce qu'il y a autour de l'avortement, ça rajoute quelque chose. C'est comme si c'était un acte qui ne faisait pas partie de la santé des femmes. Et en fait, nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on forme pas mal d'internes au planning. On a des internes qui viennent souvent, et en fait, on voit que dans leur formation, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et que aussi, c'est super valorisant de faire des avortements normalement, puisqu'on permet à des femmes de refuser une grossesse. Et toute cette... voilà, ça serait de l'enlever symboliquement et de faire en sorte finalement, et on parle beaucoup avec des médecins, c'est-à-dire qu'on a des médecins très alliés en France qui ont participé par exemple à la constitutionnalisation, qui ont participé à l'allongement des délais, et qui sont même d'accord qu'il faut enlever la clause de conscience.
Donc voilà, le travail qu'on fait, c'est de travailler avec des associations de médecins, avec des professionnels de santé, avec des sages-femmes aussi, pour vraiment faire en sorte qu'il y ait une mobilisation par rapport à ça. Et le truc le plus fort, c'est vraiment encore une fois d'arrêter de stigmatiser l'avortement comme un acte à part, puisque c'est le seul acte en France où il y a une clause de conscience spécifique. Ben, moi, je voulais juste rajouter un élément par rapport à est-ce qu'on est sûr de gagner et est-ce que du coup il faut vraiment le faire. Moi, je suis convaincue que les anti-choix sont surreprésentés parmi les élus et parmi l'élite. Et donc, sont plus entendus dans les médias, voire sont aussi présents parmi les journalistes. Et par ailleurs, la façon de s'organiser sur les réseaux sociaux ou à travers certaines actions peut donner une impression de masse en étant une poignée. Ça, c'est clair. Un chiffre. En 2022, un sondage Ipsos montre que 70% de la population en Pologne est pour une loi pro-IVG. En 2022. Et donc, c'est clair. Alors peut-être que si on laisse encore filer 10, 15, 20 ans comme ça, alors là, peut-être que ça va se transformer parce qu'on aura même perdu la mémoire de l'époque où c'était possible et salutaire d'avoir accès à l'IVG. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a urgence et qu'il faut agir. Et je pense que la situation en Italie nous montre à quel point les conservateurs peuvent nous surprendre dans leur stratégie. Moi, on m'aurait dit que le premier acte en matière de droit à égalité de Mélanie, ça serait de s'attaquer aux mamans lesbiennes. Je l'aurais pas cru. Et en particulier aux enfants. Parce qu'en fait, c'est à des enfants qu'ils s'attaquent. Alors qu'en fait, c'est juste des femmes, parce qu'en fait, en Italie, il n'y a quasiment que des mamans qui sont des familles homoparentales, parce que c'est très très compliqué pour les couples d'hommes d'avoir accès à la parentalité. Donc en fait, ils vont jusqu'à s'attaquer à des familles. Je veux dire, la famille, c'est quand même très important en Italie. Et donc c'est des femmes qui en effet ont décidé de faire famille, comme on leur a toujours appris que c'était très important en Italie. Donc ils s'inscrivent dans la tradition nationale, et on va retirer à des enfants qui sont déjà nés le nom de leur maman. Donc c'est extrêmement violent, le droit de voir leur maman. Enfin voilà, et donc ça, moi je l'aurais pas cru. Il y a un an, on m'aurait dit, moi j'aurais cru qu'ils allaient s'attaquer à des chimères sur les soi-disant opérations qu'on fait sur les enfants trans, genre, enfin voilà, plutôt travailler sur des fantasmes. Mais non, ils ont été là direct. C'est vraiment très très inquiétant, très très inquiétant de ceux qui sont capables de faire. Voilà, il y a urgence, oui. Merci. Je crois qu'il y avait... Ouais. C'est les dernières. Ouais, une dernière... J'ai participé à un événement organisé par la commission LGBTQIA+, de l'ELB en mai dernier pour les 10 ans du mariage pour tous. Il y avait une avocate, Caroline Mécari, qui avait recommandé en fait en plus d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, de aussi inscrire le mariage pour tous dans la Constitution, vu les attaques qu'on commence à voir aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire une pierre deux coups ou est-ce que c'est risqué politiquement? Et juste un autre aspect que je pensais, auquel j'ai pensé, mais peut-être que vous avez déjà précisé, est-ce que c'est l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est la libre disposition du corps? Je pense à ça parce que moi je suis papa d'une petite fille née par GPA et je suis militant en faveur de la GPA, justement de la libre disposition du corps des femmes, que ce soit pour l'IVG ou pour la GPA. Et je me demandais si on pouvait faire un parallèle là-dessus. Après, voilà, je ne voudrais pas qu'on se tire une balle dans le pied, mais... Sur ta première question, c'était... Oui, voilà. Ouais. Alors, on a un sujet, c'est un sujet plus large sur la Constitution française. Il n'y a pas de catalogue de droits dans la Constitution française, puisqu'on se réfère au préambule de la Constitution de 1946, d'accord, qui est super, mais il date de 1946, donc il y a des choses qu'il n'y a pas. Et ce qui pose d'ailleurs beaucoup de questions. Là, enfin, vous imaginez pas, je vous passe les détails juridiques de la galère que ça a été de rédiger ce projet de loi, et on met à quel article? L'article 1er, l'article 34, mais non, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'article dans la Constitution française qui correspond vraiment bien à une question comme ça, parce qu'elle n'est pas construite comme ça, la Constitution française. Donc moi, dans l'idéal, je serais favorable, vous le savez, enfin voilà, une 6ème République et une Constitution qui soit écrite différemment, où il y ait notamment un catalogue de droits qui soit dans la Constitution et où effectivement il y aurait la protection contre la discrimination sur toute base, y compris pour le mariage. C'est pas comme ça qu'est construite la Constitution, donc c'est compliqué à faire juridiquement. Et c'est pour ça que c'est un casse-tête aujourd'hui, et ça démontre que voilà, on a un problème avec la manière dont elle a été construite, la Constitution française de la 5ème République. Après, je pense que voilà. C'est aussi une question, enfin c'est aussi un argument qu'on a utilisé beaucoup contre nous, pourquoi l'IVG, et pourquoi pas machin, et pourquoi pas truc. Bon.
là, on mène cette bataille. Je la mets pas en contradiction, en concurrence des autres batailles qu'on doit mener. Et moi, si un jour j'ai évidemment la possibilité de rédiger ce que je crois devoir être le catalogue de droits de la Constitution française, il y aura évidemment le mariage pour tous. Sur la question de la GPA, etc. Dans la formulation originelle que le groupe écologiste avait déposée, il y avait la notion d'autonomie décisionnelle en matière reproductive, ce qui va beaucoup plus loin que la question de l'IVG et qui reconnaissait le fait que en fait, c'est les individus qui décident de la santé sexuelle, la reproduction, etc. et qui s'en revient aux individus. Ça a été beaucoup modifié, et je le disais tout à l'heure dans le processus. On en est aujourd'hui, la version qui a été adoptée par le Sénat ne parle pas du tout de liberté décisionnelle en matière reproductive, ni du droit à disposer de son corps, qui par ailleurs ne pourrait pas faire l'unanimité à l'Assemblée nationale ni au Sénat, parce qu'on dit ça, les gens vous répondent et la Constitution, et la GPA, et machin. Donc voilà. Donc pragmatiquement aujourd'hui, moi j'ai pas une majorité pour écrire la liberté de disposer de son corps, y compris à gauche, parce que la prostitution et la GPA. Et chez les féministes aussi. Y compris chez les féministes. Voilà. Donc effectivement, je serais plutôt d'avis pour l'instant de rester sur l'IVG, parce que là je pense qu'on peut le gagner. Voilà. Juste voilà, un petit mot de conclusion pour revenir sur cette histoire de voilà, on va gagner. On va gagner. Au début, moi on m'a beaucoup dit au début quand je me suis lancée dans cette histoire, ouais mais en fait à la fin vous allez faire tout le boulot et puis c'est Macron qui va proposer son truc et puis tout le mérite va lui revenir. Voilà, j'en ai rien à faire. Mais vraiment ça ne m'intéresse pas du tout, absolument pas, de savoir qui aura les couronnes, machin, rien à faire. Par contre je pense que si on fait un référendum, on aura besoin de le faire contre le gouvernement quelque part, parce qu'on sera obligé de le faire, parce que le gouvernement nous contraindra à organiser une mobilisation citoyenne parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et c'est comme ça. Et je crois même que dans ce contexte-là, c'est peut-être pas la pire des configurations pour que ça puisse marcher. Je vous donne peut-être vite fait la parole pour un mot de conclusion, sauf si vous avez... Oui, vous êtes obligé. Hein. Moi, je veux juste te remercier d'avoir organisé ce moment. Parce que c'est important aussi de placer des sujets féministes dans les moments généraux et pas uniquement dans les événements féministes de parler de sujets qui touchent aux droits des femmes. Et je voudrais aussi te remercier parce que tu as toujours été extrêmement sororelle et soutenante pendant mon mandat en tant que coprésidente du Parti vert européen. Et encore aujourd'hui, voilà, Mélanie a toujours été là pour soutenir. Et je pense que c'est super important d'avoir des forces comme toi dans le parti. Donc, merci beaucoup. C'est dur de parler après ça, dis donc. Non, bon, tu vas peut-être me convaincre, Mélanie, qu'on va peut-être gagner, c'est sûr. C'est pas un pessimisme, c'est simplement que ça fait un petit peu peur, mais si tout le monde se mobilise, en fait, je pense qu'il y aura quelque chose à faire. Juste quand même, pour la petite histoire, au Sénat, c'est passé à 20h44 et 35 secondes, ça a failli pas passer, quand même. Donc on était comme ça, ouais, hein, et 50 secondes, donc on était comme ça, en train de, c'était à 10 secondes près, voilà, donc c'est passé finalement, donc on va bien voir. J'ai pas dit que ça allait être facile, hein. Oui. Je me suis jamais dit. Mais voilà, et puis merci en tout cas pour ton engagement auprès du planning, auprès aussi des causes qui sont communes, et puis d'avoir porté cette première PPL au Sénat et de continuer. Voilà. Merci.